Alors nous arrivons à cette dernière table ronde qui est perspective élargie. Donc depuis ce matin, nous avons pas mal entendu des présentations très passionnantes, à la fois philosophiques, historiques, sociétales, mais aussi scientifiques, sur l'énergie solaire. Et j'espère que vous êtes tous maintenant aussi convaincus que moi que le solaire a commencé et va jouer un rôle dominant dans le mix énergétique. Mais comme Daniel l'a dit à un moment donné, Daniel Linko, dans la journée, nous devons quand même, avec l'énergie solaire, nous devons s'adapter à son intermittence. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui existent. Et par exemple, il y a diverses méthodes qui permettent de compenser cette intermittence. Bien sûr, il y a le stockage hydraulique qui est le plus répandu, mais il y a aussi l'interconnexion au réseau à grande échelle, l'utilisation des batteries et stockage sous forme d'hydrogène ou des carburants dites vertes. Donc, pendant cette dernière table ronde de la journée, on va essayer, à travers les interventions, de voir dans ce secteur où nous en sommes, quelles sont les recherches qui sont menées et comment ces technologies peuvent être utilisées pour stocker l'énergie photovoltaïque et comment ils pourront s'intégrer harmonieusement dans le futur mix énergétique. Donc, pour commencer, on va commencer par les batteries et par Jean-Marie Tarascon. Donc, Jean-Marie Tarascon, vous êtes professeur au Collège de France à la chaire Chimie du solide et de l'énergie, et vous êtes le plus grand spécialiste de la chimie du solide et du stockage électrochimique en France, et à l'origine du réseau du stockage électrochimique de l'énergie que vous dirigez encore. Donc, je vous laisse nous parler du stockage de l'électrochimique. Mais il faut une minute attendre que je vais... Bon, tout d'abord, bonsoir à tous, et je remercie Daniel Linko pour m'avoir invité pour parler sur le stockage électrochimique. Alors, il faut que je raconte en 10 minutes ce qui se passe. Ça va être difficile. D'où c'est que j'ai eu l'occasion de venir écouter ce débat ces 2 dernières heures. Et finalement, j'aperçois qu'on est en train de répéter l'histoire où, dans le cas du photovoltaïque, vous avez les mêmes problématiques qu'on a déjà essuyées dans le cas directement du stockage électrochimique de l'énergie. Et je pense que je vais organiser ma présentation en essayant finalement de faire des rappels, montrer que les mêmes problématiques, on les a. Et vous allez voir durant la présentation ce qui se passe. Et je ne dis pas qu'on est arrivé à une solution, mais vous verrez où est-ce qu'on en est dans ce domaine. Et bien sûr, je partagerai avec vous des problèmes qu'on a aujourd'hui. J'ai entendu le problème du recyclage, qui est un problème primordial aussi dans notre domaine, et ainsi de suite. D'où, comme la présentation est installée, je vais vous parler du stockage électrochimique et de l'énergie. Alors bien sûr, Négar a dit le solaire, c'est merveilleux, c'est intermittent. Donc si c'est intermittent, eh bien, il va falloir directement stocker cette énergie. Et ici, aujourd'hui, moi, je suis là pour montrer comment stocker cette énergie en convertissant l'énergie chimique en énergie électrique par ces fameux objets ou gadgets électroniques qu'on appelle les batteries. Et les batteries, eh bien, c'est connu depuis plus de 2 siècles, ou à peu près. Et parmi ces batteries, vous avez ici les performances en termes d'énergie densité délivrée et volumétrique ou gravimétrique. Et vous avez ici, en haut, la technologie lithium-ion. Et cette technologie lithium-ion, eh bien, c'est celle que vous utilisez tous aujourd'hui dans vos portables, dans vos ordinateurs et ainsi de suite. Alors, cette énergie lithium-ion, eh bien, en toute modestie, c'est certainement la plus grande avancée de ce dernier siècle. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on lui a alloué, ou elle a été allouée le prix Nobel en 2019. Tout ça, c'est intéressant, car le monde des batteries, il y a les scientifiques. Mais le monde des batteries ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans ce visionnaire qui est Elon Musk. Et c'est vraiment lui qui est venu et qui a donné un coup de pied de la fourmilière et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le transport électrique ou le véhicule électrique est vraiment la révolution. Et là aussi, eh bien, vous pouvez voir, le prix des batteries a fortement diminué. On a diminué de 10 dans ces 10 dernières années. Et en septembre 2020, il a annoncé qu'on passerait aux alentours de $60 du kilowattheure. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Et ça a entraîné une révolution énorme au niveau mondial et au niveau européen. Et bien sûr, avec l'arrivée de toutes ces fameuses gigafactories qui poussent comme des champignons en Europe, parmi lesquelles on va avoir 20 gigafactories. Alors il y en a, bien sûr, on peut se réjouir, il y en a 2 en France, ou peut-être 3, Vercor et ACC. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes ces factories, il y en a une dizaine, même plus, qui sont encore possédées par des Asiatiques.
Ça veut dire qu'on est en train, pour avoir la souveraineté européenne, de faire rentrer directement l'Asie en Europe. Pour faire cela, eh bien, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut directement participer à cette part du gâteau qui va être gigantesque dans le futur. Et grâce à cette installation, on voudrait passer directement de 1% à 19% dans 2029. Et lorsque vous voyez ici, c'est les chiffres de 1650 gigawattheures qu'on aura besoin. Alors tout ça, c'est bien beau, on veut la souveraineté. Mais il faudrait réaliser quand même qu'on importe aujourd'hui 98% des matières premières pour fabriquer les batteries, et plus important, on importe 100% des machines d'installation de la Corée et de l'Asie. D'où, bonjour la souveraineté. D'où ça, c'est la problématique. Et ensuite, ce que vous avez mentionné, effectivement, vous voulez ces gigafactories, eh bien, il va falloir directement établir des circuits de formation d'ingénieurs, de techniciens, pour directement faire fonctionner tout ça. Alors bien sûr, tout cela, eh bien, ça conduit au boom du véhicule électrique que l'on connaît aujourd'hui, avec les ventes qui sont annoncées à 150 millions en 2040, et également, il y a un domaine, un secteur qui est aussi important, qui est celui des renouvelables, où là aussi on planifie dans les 1300 gigawattheures de stockage en 2040. D'où c'est une expansion spectaculaire de la production annuelle des batteries. Et bien sûr, tout cela eh bien, va générer, je dirais, une évolution énorme au niveau de la recherche, mais au niveau de l'industrie. Et bien sûr, ici, je suis là pour mentionner qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche. Alors, au niveau de la recherche, quelles sont finalement, malgré que ces batteries lithium-ion peuvent durer 40 ans aujourd'hui, et vous avez Jeff Dahn qui dit même c'est la batterie du siècle, elle va durer un siècle, eh bien, il y a des problèmes qui sont l'autonomie, la recharge, des batteries plus compatibles et le recyclage. Bien sûr, j'en ai parlé dans ces recherches, il faudrait mentionner que là aussi, eh bien, aujourd'hui, sur le lithium-ion, ça a été un problème de matériaux. C'est l'amélioration des matériaux qui a permis d'obtenir les performances qu'on a aujourd'hui. Et j'ai entendu parler de machine learning, artificial intelligence, et bien sûr, ça va dans tout le domaine. On l'a aujourd'hui dans le domaine des batteries. Et ensuite, bien sûr, on arrive à cette limitation de la technologie. D'où, on n'a pas les perovskites, mais on a la batterie tout solide. Et c'est la batterie tout solide qui, à ce jour, suscite l'engouement de tout le domaine industriel. Et il n'y a pas un laboratoire au monde qui, aujourd'hui, au niveau industriel, il n'y a pas une institution qui ne travaille pas sur le tout solide, sans qu'on ne soit encore certainement moins avancé que vous êtes sur le perovskite. Donc voilà au niveau, je dirais, des matériaux et des performances. Ensuite, si on regarde maintenant au niveau des technologies, bien, il y a bien sûr avoir des batteries plus vertes développées dans le cadre du développement durable. Et là, ça a été un foisonnement de technologies, comme vous voyez ici, des technologies lithium-soufre, lithium-air, les batteries à redox flow, plus circulant, les batteries à base de magnésium, et ainsi de suite. Et parmi ces technologies, il y en a vraiment une qui a évolué, qui est mature, c'est la technologie sodium. Ça, c'est une technologie qui a été développée en France, c'est une technologie qu'on a développée dans le cadre français, au sein du réseau français, et à la création d'une compagnie Tiamat. Et cette compagnie Tiamat a été créée en 2017, on était les pionniers dans ce domaine. On a eu des problèmes à lever pour des fonds, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller sous-contracter la fabrication en Chine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on a des concurrents. Bon, Faradium, c'est des petits. HINA, c'est des petits. Par contre, CATL, c'est le géant de la batterie en Chine, qui a annoncé tout simplement la production en juillet 2022 des batteries sodium-ion. D'où voilà, si vous voulez, la situation. Cette technologie, eh bien, elle est très intéressante, je dirais, au niveau de la mobilité, pour tout ce qui est le mid-hybride, et c'est là que nous avons les contrats aujourd'hui, le portable, les outils de coupure, et bien sûr au niveau de la grille. Donc voilà, si vous voulez, des avancées qu'il y a eu dans le domaine. Alors maintenant, quel est le futur et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut toujours ces batteries, je dirais, beaucoup plus durables, et la batterie va devenir le cœur de la société. D'où il va falloir directement connaître son état de santé, sa durée de vie. D'où c'est là qu'on va avoir l'ère du diagnostic. En effet, on vous parle directement de la double vie de la batterie. Lorsqu'elle sera utilisée ou finie utilisée dans les véhicules électriques, elle pourra être utilisée sur la grille. On vous parle directement maintenant des nouvelles applications du V2G, c'est-à-dire aller du véhicule électrique à la grille ou vice-versa. Bien, pour faire cela, il va falloir que vous connaissiez parfaitement l'état de santé de la batterie. Et c'est la raison pour laquelle, de cela 5 ans, j'ai lancé au Collège de France tout un domaine sur le diagnostic des batteries, où aujourd'hui, on introduit de l'intelligence à la batterie grâce à des capteurs. Et dans ce cas, on a des capteurs optiques qui vous permettent de mesurer toutes les observables, que sont la pression, la température, la contrainte, la chimie, et ainsi de suite. Et ça, si vous voulez, ça constitue un des piliers de batterie 2030 Europe. Tout ça, c'est le domaine que l'on couvre. Ensuite, bien sûr, un autre domaine. On a parlé du domaine du recyclage.
C'est vraiment l'engouement des batteries aujourd'hui, mais on a connu cet engouement il y a de cela un siècle avec le plastique. Aujourd'hui, le plastique est devenu un cauchemar. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas anticipé le recyclage. Eh bien, je pense qu'il va être important, là aussi, d'anticiper ce recyclage, et c'est la raison pour laquelle eh bien, on développe de nouveau des procédés de recyclage. Ces procédés de recyclage, on a les procédés classiques, mais qui sont très énergivores et très polluants. D'où on va chercher des méthodes directes pour pouvoir récupérer les électrodes sans les démonter ou sans les broyer. Et enfin, vous avez certainement vu les batteries, vous pouvez prendre des vieilles batteries, plus de 50 ans, 100 ans, c'est toujours la même configuration. Pourquoi pas réfléchir à une batterie de type Lego, dans laquelle on pourrait tout simplement changer les différents éléments. Donc voilà, si vous voulez, les différentes recherches que l'on fait. Alors bien sûr, ces recherches, elles sont, je dirais, conduites, alimentées par l'Europe. Et l'Europe a déjà ses normes. Regardez, voilà directement la directive européenne dans les 10 prochaines années. On part de l'empreinte carbone, c'est-à-dire que sur toutes les batteries, vous allez avoir l'empreinte carbone. Les matériaux recyclés, eh bien, il faudra qu'en 2035, on ait 20% de cobalt recyclé, 10% de lithium recyclé et 12% de nickel. Et le diagnostic que vous parlez, c'est déjà inscrit dans, je dirais, la mission européenne, dans laquelle on a dans ce cas un passeport électronique pour les batteries dans le futur. Donc voilà, si vous voulez, où on en est à ce domaine. Alors pour résumer ce que je voulais vous raconter, eh bien, je dirais que le monde des batteries est et continuera à être un environnement dynamique. Sur la chimie des batteries, on a directement le lithium-ion, il y a le sodium-ion et le tout solide qui se développent. Sur la production des batteries, il y a les implantations des usines. Il va falloir regarder comment avoir les matières premières. Il va falloir monter toute une industrie d'industrialisation, de machines d'assemblage. Sur l'économie circulaire, eh bien, il y a tout un monde, une industrie qui va se joindre à nous, puis la technologie des capteurs, pour tout simplement entrer cette intelligence dans la batterie et ainsi de suite. Et enfin, il faut quand même reconnaître pourquoi tout ça. Bien, quand il y a une batterie, ça a le rendement énergétique record de 75%, qui est quand même un facteur 3 aux solutions alternatives que sont le biogaz, les fuels ou l'hydrogène. Et bien sûr, le futur, vous l'avez ici, j'ai essayé quand même de m'accorder avec vos souhaits et vos rêves, en vous disant que viendra certainement à monter le pouvoir et mettre nos batteries. Sur ce, écoutez, je vous remercie infiniment et enchanté de votre journée. Donc, on a vu comment on stocke l'énergie, enfin par les batteries, mais évidemment, un monde où nous pouvons utiliser directement l'énergie solaire pour recycler le CO2 et produire des carburants verts directement, ça reste le rêve absolu. Alors, Marc Robert, vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité et membre senior de l'Institut universitaire de France. Et donc, avec vos équipes au laboratoire d'électrochimie moléculaire, vous développez des travaux fondamentaux dans le domaine de la chimie et des transferts d'électrons, avec des applications dans le domaine de l'activité des petites molécules, CO2 et N2 principalement, pour la conversion et le stockage de l'énergie. Alors, donc, vous allez aujourd'hui nous parler du photosynthèse artificielle et comment on peut, à partir du soleil, directement produire du carburant. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci Daniel pour l'invitation. Donc photosynthèse artificielle. Alors effectivement, je vais essayer d'élargir. Je suis désolé, mes slides sont en anglais, mais je vais tout faire en français. Je vais élargir encore un peu la focale. On vient de parler de stockage électrochimique. Je vais parler du stockage chimique de l'énergie solaire. Et effectivement, la question de l'intermittence, donc évidemment, il faut aussi être capable de façon intelligente de stocker cette énergie. Les physiciens ont inventé les panneaux solaires photovoltaïques, mais nous, les chimistes, on a peut-être un rôle à jouer dans ce stockage chimique. Et les molécules sont évidemment des candidats vraiment idéaux pour faire ça. Évidemment, l'énergie des liaisons chimiques, parce que c'est des énergies mises en jeu qui sont tout à fait adaptées à nos besoins, notamment en termes de fuels ou d'autres applications. Et évidemment, il y a une star dans ce domaine, c'est le CO2. Et c'est ce que fait Dame Nature. Dame Nature split l'eau, oxyde l'eau pour l'oxygène que vous respirez en ce moment. Et puis, s'il y a une oxydation et une réduction, et la réduction, c'est la fixation du CO2 sous forme de sucre. C'est un des systèmes les plus merdiques qu'on puisse imaginer. Le rendement quantique de cette affaire-là, on est à moins de 1%. Ça marche,
très très mal, mais la nature s'en fiche éperdument. Il y a suffisamment de soleil et suffisamment de biomasse pour faire cette photosynthèse. Tout va bien. Donc on peut quand même s'inspirer de ça. Et l'idée, c'est la suivante, en fait. Donc de prendre le soleil et de transformer le CO2 là où il est produit massivement. Pour l'instant, on ne sait pas le prendre directement dans l'atmosphère. Bientôt, on saura, mais pour l'instant, on ne sait pas faire ça, en tout cas pas très efficacement. Donc là où il est produit, c'est évidemment les sites industriels, les cimenteries, l'industrie chimique, pharmaceutique. Là, il est très concentré, avant qu'il soit dilué à 412 ppm ou à 420 ppm dans l'atmosphère. Donc on le prend là, et avec des technologies ad hoc, on peut faire la conversion électrochimique ou photoélectrochimique ou photochimique directe du CO2 pour faire quoi? Pour faire tout ce dont on a besoin en termes de matériaux, polymères, polycarbonate, c'est du CO2. C'est des building blocks pour faire les médicaments, et c'est évidemment par mélange avec l'azote, fabrication de l'urée, donc les engrais, donc l'agriculture, donc la nourriture. Et évidemment, on peut transformer ce CO2 également en carburant directement, par exemple du méthanol liquide ou du méthane, gaz naturel. Et là, on peut faire du stockage moyen terme, court terme, long terme. Et évidemment, tout ça n'a de sens que si c'est circulaire, puisque vous avez fixé le CO2, vous le rebrûlez, donc vous relibérez du CO2. Donc c'est la base d'une économie circulaire qui permettrait d'utiliser le CO2 comme matière première de nos besoins, avec des éléments d'utilisation et de stockage adaptés à ce que l'on veut faire. Alors, pour ça, il faut pouvoir transformer le CO2. Donc là, c'est quand même le rôle du chimiste. Et là, on joue avec ce qu'on appelle l'horloge à CO2. Donc on part du CO2 qu'on a produit par combustion, et on peut le recycler progressivement avec des électrons et des protons, d'où l'électricité, bien sûr. 2 électrons, 2 protons, on peut faire du CO. Le CO, c'est la grande brique de base de l'industrie chimique. À partir de ça, par hydrogénation, vous pouvez faire toutes les molécules que vous voulez. 4 électrons, c'est une molécule qui s'appelle le formaldéhyde, qui est un intermédiaire de synthèse qui est très important dans l'industrie chimique également. Et puis à partir de 6 électrons, 6 protons, on commence à avoir des produits très réduits, le méthanol, le méthane, 8 électrons, 8 protons. Donc pour ça, il faut activer le CO2, et c'est une molécule qui est relativement inerte, il faut donc de la catalyse. Il faut donc de la chimie. Évidemment, si vous voulez faire des technologies et des développements à très grande échelle, vous êtes sous contrainte. Les contraintes, on les a déjà vues dans les autres interventions. C'était vrai pour les batteries, mais c'est vrai aussi pour les panneaux solaires. On doit travailler avec des éléments abondants. Et en catalyse, les éléments qu'on utilise pour activer les molécules, ce sont des métaux. Donc il faut se focaliser sur les métaux abondants. Il n'y en a pas 350, il y en a 2, le fer et le manganèse. Tout le reste, c'est pas abondant. Tout le reste, c'est pas abondant. Y compris le cobalt et le nickel. C'est pas abondant. Maintenant, il y a le recyclage. Si on est capable de recycler, ça allège un petit peu la contrainte. On travaille à température et pression ambiante, et quand on a un peu de solvant, c'est de l'eau. Sinon, on oublie. Donc tout ça, ça fait des contraintes un peu lourdes. Et donc je vais vous donner 3 slides pour vous montrer les 3 pistes principales dans le domaine de la recherche, et puis je vais simplement pointer les verrous. Parce qu'on est très amont là-dessus. Hein. La photosynthèse artificielle, ce n'est pas les batteries. Hein. On est encore à des stades... pas seulement le laboratoire, parce qu'il y a des startups qui commencent à émerger dans ce domaine-là, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, premier exemple, c'est l'usage indirect de l'énergie solaire. Donc, on transforme du solaire en électricité et on alimente un électrolyseur à CO2. C'est une pile à l'envers. Et donc, du côté de la cathode, on réduit le CO2 dans quelque chose qui nous intéresse. Donc, ici, on a une cathode sur laquelle nos catalyseurs sont imprégnés, et on projette le gaz à travers la cathode. Les cathodes, c'est du papier de carbone. Donc, c'est poreux. Donc on utilise ça comme une électrode à diffusion de gaz. Et alors quand même, au niveau du laboratoire, de 1 à 10 cm², on arrive maintenant à produire jusqu'à 1 demi-ampère par centimètre carré de courant purement dédié à la réduction du CO2. Donc ça veut dire que si on est capable d'upscaler ce type de dispositif, on pourrait passer à des traitements de quantité de CO2 annuels qui seraient sur un électrolyseur dont les électrodes feraient 1 m², à traiter plusieurs tonnes de CO2 par an. Donc c'est quand même intéressant. Et il y a des startups qui ont commencé à émerger dans ce domaine. Donc là, les enjeux ne sont pas tellement au niveau de la capacité à transformer le CO2 en CO. Ça, maintenant, on sait faire au niveau scientifique. C'est vraiment l'upscale technologique et la capacité, en s'inspirant par exemple des électrolyseurs pour la dissociation de l'eau, de faire des machines de grande taille capables, sur des sites industriels, de retraiter des quantités significatives de CO2.
Donc des problèmes de technologie assez redoutables pour passer à des grandes échelles, mais on est sur la voie. Deuxième exemple, là on est beaucoup plus amont, l'utilisation directe de l'énergie solaire, donc directement des photons, en réussissant à faire la photoréduction du CO2, c'est-à-dire qu'on allie un matériau semi-conducteur, ici c'est un truc un peu original, vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est un polymère de carbone et d'azote, c'est ce qu'on appelle des nitrures de carbone. Donc il n'y a pas de silicium, il n'y a pas de gallium, il n'y a pas de tout ça. C'est uniquement du carbone et de l'azote. Ça a un band gap de 2,8 électronvolts. Évidemment, ce n'est pas terrible, mais bon, voilà, on commence comme ça. Et on associe ça à un catalyseur moléculaire qui fait la transformation de CO2 en CO. Donc on pompe les photons avec ça. Par couplage électronique, on transfère l'énergie sous forme d'électrons au catalyseur qui fait la réduction du CO2 en CO. C'est super robuste, ça marche très très bien. C'est à l'échelle du laboratoire. Les rendements quantiques de transformation photon vers produit sont ridicules. On est autour du %. Mais ce n'est pas minable non plus. Et ça marche. Et donc il faut être capable d'intensifier ce type de procédé, d'augmenter les rendements quantiques. Donc ça, c'est un système en suspension. Hein. C'est simplement une petite poudre qu'on disperse dans un liquide et l'eau passe à travers. Donc à l'échelle du laboratoire, ça marche. Troisième piste de recherche, et c'est là qu'on rejoint évidemment le solaire photovoltaïque, c'est l'association directement d'un matériau photovoltaïque avec des catalyseurs capables de faire cette transformation, si possible rapide, efficace, sélective et à grande échelle du CO2. Donc ici, c'est un matériau à base de CIGS, on a fait une jonction PN avec du CDS, donc on pompe les photons, on sépare les charges, on transfère les charges à travers les couches du matériau, c'est protégé en surface parce qu'il y a un contact avec un électrolyte par des oxydes de type, par exemple, dioxyde de titane. Et le dioxyde de titane est une matrice fantastique qui peut être fonctionnalisée par des molécules. Donc vous pouvez déposer vos molécules à façon sur ces faces avant, les accumuler au bon endroit, et ce catalyseur va faire la réduction du CO2. Donc sous irradiation, on met du courant, crac, on met de la lumière, hop, on fait un petit courant stationnaire. Ici, ce courant stationnaire, c'est quelques milliampères par centimètre carré. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire de mieux au niveau du laboratoire. Au niveau mondial, on ne peut pas faire plus que 10, 15 milliampères par centimètre carré. C'est vraiment optimum. Et ce courant est exclusivement dédié à la transformation du CO2 en CO. Donc là aussi, on a des problèmes. On a des enjeux fondamentaux de synchroniser dans le temps et dans l'espace tous les événements photoniques, avec le transport de charge à travers le matériau et la catalyse qui se fait sur le site où on transforme le CO2. C'est assez redoutable, mais il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et la dernière année du mandat de Trump, le DOE a lancé un programme aux États-Unis sur cette approche-là à $200 millions, qui a commencé l'année dernière et qui est pour 5 ans. Donc ça montre aussi les enjeux, ça a été dit tout à l'heure sur d'autres projets. Voilà, j'en ai terminé. Merci. On va dire qu'on ne peut pas parler de stockage, enfin, on ne peut pas parler de stockage sans parler d'hydrogène. Donc, aujourd'hui, on entend pas mal parler de l'hydrogène vert et on mise quand même beaucoup sur cet hydrogène. Donc, Loïc Assot, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay et donc vos travaux de recherche concernent l'élaboration et la caractérisation de matériaux à propriété électrocatalytique pour l'électrophotocatalyse et le stockage de la conversion électrochimique de l'énergie. Et donc, vous êtes actuellement directeur de l'Institut de l'énergie soutenable de l'Université de Paris-Saclay. Donc, je vous laisse nous parler de l'hydrogène et comment on peut le produire à partir de l'eau. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et puis un grand merci à Daniel Lenko aussi pour l'invitation et de me donner l'opportunité de vous parler d'hydrogène aujourd'hui. Donc on a commencé un petit peu à parler d'électrochimie, on a parlé de batterie, on a parlé de CO2. C'est vrai que l'hydrogène suscite un certain engouement ces derniers temps, donc je vais essayer d'illustrer un petit peu ce propos et de voir en quoi l'hydrogène peut aussi contribuer à cette transition énergétique et puis à pallier aussi d'une certaine manière à l'intermittence finalement de certaines sources d'énergie. On a parlé de photovoltaïque aujourd'hui et en général donc on qualifie l'hydrogène comme un vecteur énergétique. Alors un vecteur énergétique c'est quoi ?
c'est finalement quelque chose qui va nous permettre de faire le lien entre la production d'énergie à une extrémité de la chaîne et puis les usages finalement à l'autre extrémité de la chaîne. Et on voit que l'hydrogène donc est un vecteur énergétique dans la mesure où on va pouvoir convertir finalement de l'électricité, donc l'énergie électrique en énergie chimique, et vice-versa, reconvertir ensuite l'énergie chimique en énergie électrique pour un usage final. Alors, je vous ai mis ici quelques ordres de grandeur en termes d'efficacité d'utilisation de ce vecteur énergétique qui est l'hydrogène. Donc, si on parle de conversion d'électricité en énergie chimique, vous voyez, on est dans des rendements autour de 80%. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, pour les usages, lorsqu'on reconvertit l'énergie chimique en énergie électrique, on est autour de 50 à 70%. Donc, sur le cycle global, on atteint une efficacité, vous voyez, autour de 40 à 60%. Donc ça prend en compte finalement la production de l'hydrogène. Il faut nuancer ça aussi par les autres aspects aussi, parce qu'on a une nécessité de stockage, de transport et de distribution de l'hydrogène aussi, qui viennent aussi tempérer finalement cette efficacité globale sur un cycle. Alors en termes de technologie de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau à l'heure actuelle, donc un certain nombre de technologies différentes existent. Donc vous avez la technologie d'électrolyse alcaline, qui est certainement la technologie la plus mature à l'heure actuelle pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Vous avez une autre catégorie donc, de technologie d'électrolyse qui est la technologie donc, sur membrane échangeuse de protons, donc la technologie PEM, qui émerge de plus en plus ces derniers temps. Et puis vous avez une dernière catégorie qui est l'électrolyse donc, sur oxyde solide, qu'on appelle aussi l'électrolyse haute température. Donc ce sont les trois grandes technologies d'électrolyse de l'eau qui existent finalement à l'heure actuelle. Et en général, donc, il est intéressant de regarder sur ce type de diagramme où on va finalement tracer les caractéristiques de ces différents systèmes d'électrolyse de l'eau, où on va tracer le potentiel de la cellule, c'est-à-dire quel est le potentiel ou quelle est la quantité d'énergie qu'il va falloir appliquer aux bornes de l'électrolyseur pour être en mesure de générer de l'hydrogène à partir de l'eau, c'est-à-dire dissocier des molécules d'eau en dihydrogène et dioxygène, en fonction de la densité de courant finalement à laquelle on va pouvoir travailler. Et évidemment, on cherche toujours à réduire finalement ce potentiel appliqué à l'électrolyseur et à travailler à plus forte densité de courant. Et donc, ce qu'on voit sur ce diagramme-là, c'est finalement que la technologie alcaline, qui est la plus mature et la plus utilisée à l'heure actuelle, comporte un certain nombre de limitations d'un point de vue des performances en fait, de cette technologie. Et on voit que l'émergence de nouvelles technologies, notamment la technologie PEM, est particulièrement prometteuse. Alors, je vais me focaliser justement un petit peu sur cette technologie PEM, donc simplement un schéma représentatif d'un électrolyseur, hein, donc 2 électrodes, une cathode, une anode, un électrolyte aqueux, hein, c'est de l'eau. Et donc, vous avez ces deux réactions-là hein, qui vont se produire à chacune des 2 électrodes, donc dégagement de dihydrogène au niveau de la cathode, dégagement de dioxygène au niveau de l'anode. Et finalement, on voit que ces réactions chimiques que j'ai indiquées ici sont des éléments qui peuvent être limitants finalement dans les électrolyseurs, d'un point de vue thermodynamique, d'un point de vue cinétique. Et donc, ça requiert donc, un apport d'énergie déjà pour être en mesure de dissocier des molécules d'eau. Et ça nécessite l'utilisation de certains matériaux. Du platine, de l'iridium. Donc on a beaucoup parlé de matériaux et c'est vrai que la dimension et l'utilisation des matériaux dans ces technologies-là est d'importance. Je vous ai représenté ici donc un électrolyseur PEM finalement vu en coupe. Donc on voit que c'est des systèmes assez complexes. On a parlé d'interfaces en photovoltaïque. On voit ici qu'il y a aussi un certain nombre d'interfaces et donc des limitations qui peuvent exister à chacune de ces interfaces, notamment au niveau des couches catalytiques, mais également à ce niveau-là, qui est une membrane échangeuse de protons, en fait, qui permet de générer de l'hydrogène, finalement, à l'aide de ce type de système. Alors, on a parlé donc, du cahier des charges, hein, du cahier des charges pour les matériaux, que ce soit pour les batteries, pour la réduction du CO2, pour le photovoltaïque. On cherche toujours à avoir des matériaux abondants, peu onéreux, stables, durables et performants. Alors ici, donc, si on parle en termes de ressources de matériaux, alors on voit comme ça a été précisé dans la présentation précédente,
on voit effectivement que le fer est particulièrement abondant, particulièrement intéressant à utiliser, comparativement au platine en particulier, qui est abondamment utilisé dans les technologies d'électrolyse PEM. Et donc on voit une nécessité de trouver de nouveaux matériaux finalement. Alors plusieurs approches existent, c'est-à-dire qu'on peut penser à essayer de designer de nouveaux matériaux ou alors partir de matériaux existants et essayer de les optimiser. Alors comment les optimiser ? Eh bien, les nanostructurants, par exemple, donc, en jouant sur la morphologie, sur la géométrie de ces matériaux pour essayer d'améliorer leurs propriétés électrocatalytiques. On peut essayer de remplacer des particules métalliques par des complexes moléculaires, donc avec des matériaux plus abondants. On peut aussi jouer sur les techniques de fonctionnalisation de ces matériaux, finalement, pour essayer d'améliorer la durabilité des électrodes, qui est souvent un des inconvénients finalement de l'utilisation de ces nouveaux matériaux. Donc il y a tout un tas de stratégies finalement pour améliorer les matériaux et essayer de donner une meilleure performance à ce type de système. Et ensuite on peut comparer ces matériaux avec le platine actuel, donc on voit qu'il y a toujours une certaine différence en termes de performance. Mais petit à petit, en jouant sur ces différentes propriétés, on arrive à améliorer les choses et à se rapprocher des performances du platine pour essayer d'avoir des matériaux plus durables et tout aussi performants que les métaux nobles qu'on utilise à l'heure actuelle. Alors simplement pour vous donner aussi quelques données chiffrées en termes économiques, puisque c'est aussi une dimension importante dans ces technologies-là. Donc ici c'est une comparaison entre, j'allais dire, les deux grands procédés de production de l'hydrogène. À l'heure actuelle, on produit encore énormément l'hydrogène à partir de vaporéformage du méthane. Donc évidemment, c'est des procédés qui sont très polluants, qui génèrent énormément de CO2, mais évidemment qui sont très compétitifs d'un point de vue économique, puisqu'on arrive à produire de l'hydrogène, vous voyez, à relativement faible coût. Et donc qui reste pour le moment encore très compétitif par rapport à l'hydrogène qui est produit par électrolyse. Par contre, si on regarde un petit peu justement la croissance en termes de production d'hydrogène et en termes de besoins d'hydrogène, que ce soit pour des applications énergétiques, que ce soit pour décarboner l'industrie, que ce soit pour différentes applications, en fait, eh bien, on voit que le besoin va exploser en fait, dans les prochaines années. Et donc, on a besoin de cette diversification des procédés de production de l'hydrogène et on a besoin surtout de trouver des alternatives, finalement, à la production d'hydrogène par vaporéformage du méthane. Donc ici, c'est une estimation des coûts de la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et on voit que finalement, le coût de production de l'hydrogène par électrolyse va dépendre aussi finalement du coût de production de l'énergie électrique qu'il va falloir injecter dans l'électrolyseur. Et donc regarder finalement le mode de production de cette électricité. Et on voit que le solaire peut être effectivement une bonne opportunité pour injecter de l'énergie électrique à bas coût, disons, dans un électrolyseur et produire de l'hydrogène. Voilà, simplement quelques conclusions et donc pour comparer donc ces trois grandes technologies d'électrolyse de l'eau. Donc je me suis focalisé plus particulièrement sur la technologie PEM aujourd'hui. Donc on voit que la technologie alcaline, donc, qui est mature et moins coûteuse, mais elle fonctionne à des faibles densités de courant. Donc ça, c'est une limitation qu'il faut qu'on aille vers d'autres technologies d'électrolyse de l'eau. Donc une forte croissance de la technologie PEM à l'heure actuelle. S'agissant de la technologie haute température, donc on voit qu'il y a une bonne efficacité, mais ce sont des systèmes qui opèrent à haute température, donc à 700 degrés. Donc on a nécessité d'un capex additionnel ou du couplage finalement de ces électrolyseurs avec des sources de chaleur, donc des sources industrielles de chaleur par exemple. Et puis on voit l'émergence également d'autres technologies, notamment, donc je vous parlais d'électrolyse PEM, donc membrane échangeuse de protons. Eh bien, il y a aussi des technologies sur des membranes échangeuses d'anions qui commencent à émerger, qui pourraient être une bonne combinaison en fait, entre l'électrolyse alcaline et puis l'électrolyse PEM. Donc ce sont aussi des nouvelles technologies qui commencent à émerger. Donc ça, c'est à l'heure actuelle. Il faut évidemment penser au futur aussi. Et on voit que pourquoi pas se tourner vers la photoélectrolyse finalement, donc combiner non pas un panneau photovoltaïque avec un électrolyseur, mais directement faire une photoélectrode,
Donc en combinant un matériau qui puisse absorber la lumière et convertir directement l'eau en hydrogène, par exemple. Donc les procédés de photoélectrolyse, faire un photoélectrolyseur, c'est aussi des choses qui commencent à émerger. Et il faut penser à cette étape d'après, justement, hein, pour l'après-électrolyse, passer à la photoélectrolyse. Voilà, je vous remercie. Donc, comme on a pu un tout petit peu voir dans le table ronde d'avant, que finalement le déploiement massif des panneaux solaires ne pourra se faire que si la technologie photovoltaïque s'accompagnait à la fois d'une acceptabilité sociale portée par l'adhésion des citoyens, le soutien des pouvoirs publics en matière de développement industriel et d'une éthique tournée vers l'engagement dans la lutte contre le changement climatique. Alors, Marc Jedlicka, vous êtes fondateur et responsable stratégie d'une association spécialisée dans la filière des centrales photovoltaïques raccordées au réseau. Vous êtes vice-président du CLERC, Réseau pour la transition énergétique, et directeur général de l'association lyonnaise ESPUL, qui milite pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Vous êtes également le porte-parole de Negawatt. Alors, je vous laisse nous parler du photovoltaïque dans le scénario Negawatt. Merci beaucoup. C'est toujours un peu difficile d'intervenir dans les derniers, parce qu'on a moins de temps, et moi je viens de loin en plus, donc il va falloir que je parte rapidement. Alors, c'est pas non plus indifférent, parce que j'ai, à titre personnel, je vis dans une maison qui n'est équipée que de photovoltaïque, mais pas raccordée au réseau depuis 40 ans, sur batterie, donc je suis autoconsommateur, autoproducteur, on peut en parler longuement si vous voulez. Et par ailleurs, on va fêter les 30 ans cette année du premier raccordement au réseau, du premier kilowatt photovoltaïque, qui était à 5 km d'une centrale nucléaire qui s'appelle Super Phoenix, qui était en panne et qui n'a jamais redémarré. Et avec notre kilowatt photovoltaïque, on a produit beaucoup plus que la centrale. On va fêter nos 30 ans au mois de juin à Lyon. Et je dis ça aussi parce qu'il y a alors dans tout le... je suis arrivé pas très tôt ce matin, mais il y a quand même une technologie... moi, je ne suis pas scientifique, hein, enfin, je m'intéresse beaucoup aux sciences, c'est une passion, mais je n'ai pas de background scientifique. Mais il y a quand même toute une technologie... qui n'a pas été cité une seule fois et que vraiment je pense qu'il est important de citer, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est l'électronique de puissance. C'est ce qui a permis le raccordement au réseau du photovoltaïque. On ne savait pas raccorder du courant continu à du courant alternatif, surtout avec les normes de réseau, etc. C'est l'électronique de puissance qui est apparue notamment en Suisse allemande. Et on a découvert ça à Genève, nous, il y a une trentaine d'années, à travers ces onduleurs qui maintenant, et ça aussi c'est le retour qu'on a avec les scénarios énergétiques, alors Negawatt en a fait un, c'est le 5e qu'on fait, il y a eu ceux de l'ADEME et ceux de RTE notamment. Et RTE a très bien montré que grâce à l'électronique de puissance, on peut aujourd'hui, on a la certitude d'un point de vue scientifique, c'est prouvé, et d'ailleurs c'est en test dans le monde réel maintenant, bâtir des réseaux électriques qui sont 100% basés sur des énergies intermittentes. Alors, évidemment, entre les deux, il y a le stockage. Hein, enfin, voilà, donc je vais essayer de vous parler rapidement maintenant du scénario Negawatt. Alors Negawatt, d'abord, c'est une association de personnes physiques uniquement. La plupart sont des ingénieurs, je n'en suis pas un, mais ça, c'est notre mantra, on va dire. On ne peut pas parler aujourd'hui de la transition énergétique. Alors, toutes les projections qu'il y a sur des technologies avancées, etc., qui sont là dans les décennies qui viennent, c'est très très bien, mais l'urgence climatique, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, et on ne peut compter que sur des technologies aujourd'hui industrialisées. Mais ça n'empêche pas la recherche, ça n'empêche pas l'amélioration, évidemment. Mais de toute façon, ce qu'on a sous la main aujourd'hui, on ne pourra pas faire cette transition énergétique, transition climatique, transition écologique, si on ne commence pas par économiser l'énergie avec ce que nous on appelle la sobriété et l'efficacité. Alors une présentation complète du scénario, ça prend 1h30, je ne vais pas le faire, mais il y a tout ce qu'il faut sur le site negawatt.org. Mais d'abord raisonner sur la consommation. Les technologies ne suffiront pas, les matières premières ne suffiront pas à résoudre l'équation. Si nous, les pays riches, nous faisons partie des 20% de la population mondiale qui consomment 80% des ressources énergétiques, des ressources minérales, des ressources en général. Et de ce point de vue-là, c'est absolument indispensable. Donc oui, les renouvelables, bien entendu, et nous, on va jusqu'à 100% renouvelables, mais d'abord, raisonner sur la consommation. Et ça vaut aussi bien à titre individuel qu'en entreprise, que dans les collectivités locales, que chez les chercheurs, etc. Il y a des sens sociaux derrière, il n'y a pas que du dur, et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc les renouvelables, voilà, c'est évident que c'est ça qu'on va privilégier. Alors, je ne vous fais pas le scénario complet, mais sur la base de cette démarche-là, qu'on applique en fait, on est des gens de terrain, on est des praticiens d'énergie, on est des trouveurs de solutions concrètes sur le terrain.
Et c'est comme ça qu'on construit notre scénario, c'est un scénario bottom-up. On parle de la situation d'aujourd'hui, et on sait l'année prochaine combien on est capable d'installer de panneaux solaires en France, combien on est capable de rénover de logements à un niveau BBC et pas à un niveau par geste, etc. Et donc ça nous amène à construire progressivement ce scénario, donc avec une baisse des consommations d'énergie en général, donc une baisse, vous voyez, importante. Là, en énergie primaire, c'est les 2/3, en énergie finale, c'est à peu près la moitié. C'est les gains d'efficacité et de sobriété. Sobriété, les comportements, l'efficacité, c'est l'investissement, c'est l'isolation, le rendement des moteurs, etc. Et en face de ça, les renouvelables, donc, qui vont en 2050, puisque ça se prend en 2050, fournir pratiquement 100%. Les 4% de différence, c'est les besoins de matières premières, parce que le gaz, notamment, sera, on pense, qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution de remplacement. On aura encore un tout petit peu, mais pas pour des usages énergie, pour des usages matières premières. Alors ça, c'est le point de départ, c'est nous tous aujourd'hui, enfin en 2019, et ça, il faut vraiment l'avoir dans la tête. Avec les consommations, on part toujours des usages, nous on ne parle pas de production tant qu'on n'a pas parlé des usages, donc on part de la droite, sur la chaleur qui est la moitié de nos consommations, on l'oublie souvent, la mobilité qui est à peu près un tiers de nos consommations, mobilité des personnes, des marchandises, et l'électricité, qui sont 80% de nos discussions, c'est aujourd'hui entre 20 et 25% de nos consommations d'énergie finale. Donc il faut travailler là-dessus. Et quand on remonte aux énergies primaires, bien là, vous avez évidemment le nucléaire, dont la fonction essentielle, c'est de chauffer les petits oiseaux avec les pertes de rendement de Carnot sur les centrales nucléaires, le pétrole qui va dans la mobilité et le gaz qui va essentiellement dans le bâtiment. Ça, c'est le point de départ. Donc, on va appliquer notre méthode et on va arriver en 2050. Ça va très vite. C'est très efficace quand on dit comme ça. Mais avec un mix énergétique où il n'y a plus de nucléaire. On ne prend pas le risque. C'est une technologie pour nous qui n'est pas soutenable. En plus de ça, aujourd'hui, elle met vraiment la France en risque. La moitié quasiment du parc français est en rade sur des questions de sûreté. Les EPR, c'est la parole magique aujourd'hui, le nucléaire, on va le dire comme ça. On pourrait lancer tout ce qu'on veut comme programme EPR, ça ne fera pas la maille avec le changement climatique. Le seul qui est en construction, il ne démarre pas, et celui qui démarre en Chine, on l'a arrêté parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dedans. Il y a des défauts de fabrication. Donc de toute façon, et ça aussi, de conception, oui, on est d'accord. Et puis un élément aussi d'actualité, je peux vous parler plus tranquillement maintenant, malheureusement grâce à la guerre en Ukraine, mais il y a quelques mois, quand on parlait de sobriété, on se faisait appeler Amish, vous vous rappelez? Aujourd'hui, la sobriété, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Quand on nous dit de ralentir sur la route, de chauffer moins dans les maisons, etc., enfin, d'acheter des produits alimentaires de proximité et de saison, tout ça, c'est de la sobriété. Et on voit bien que c'est les solutions qui sont les plus rapidement qu'on met en œuvre le plus rapidement, et les renouvelables aussi. Évidemment, le photovoltaïque participe à ça. Donc en 2050, on a un mix dans lequel le solaire, alors il est en bleu, c'est paradoxal, mais c'est le gaz qui a pris le jaune, désolé. Donc l'éolien, le photovoltaïque et l'hydraulique. Donc ça, c'est un ensemble de mix énergétiques qui alimentent. Donc on a divisé par 2 la consommation finale et c'est des 2/3 la consommation primaire. Donc le mix énergétique, il y a les bioénergies qui sont indispensables, et notamment le biogaz qui est appelé à se développer de manière importante. Alors le biogaz, il a un intérêt, je dis ça aussi pour l'orateur précédent, c'est que le biogaz, il contient la moitié de CO2. Donc on dit on ne sait pas capter le CO2 dans l'air. Alors on commence à savoir, mais ça coûte un bras. On sait le capter de manière très simple. Dans un réacteur de biogaz, de méthanisation, vous avez à peu près 60% de méthane et 40% de CO2, parce que le rapport hydrogène-carbone dans les matières organiques fait qu'il y a beaucoup de carbone et pas assez d'hydrogène. Donc on a une réserve de CO2 qui va nous servir, avec l'hydrogène tout à l'heure, pour faire du méthane de synthèse. En tout cas, voilà, les bioénergies sont indispensables, c'est à peu près un tiers. Le photovoltaïque, vous voyez, a une place, alors 144 gigawatts, 16%, c'est discutable, mais c'est l'ordre de grandeur. De toute façon, on est très proche des ordres de grandeur qu'on trouve dans les scénarios ADEME ou les scénarios RTE. Alors je parle de RTE sans nucléaire, évidemment, les autres, on ne se compare pas, mais c'est les ordres de grandeur sur lesquels on est. Et on voit bien que si on laisse aller la consommation, si on n'applique pas la sobriété et l'efficacité, c'est pas 140 gigawatts qu'il faudra mettre, c'est peut-être 200 ou 250 ou 300. Et là, on commence à avoir de réels problèmes, à la fois de ressources minérales, je pense. Ça va être une compétition mondiale aussi. Et puis un problème de où est-ce qu'on les met et comment le réseau se comporte. Donc la baisse des consommations est totalement indispensable. Ce que ça donne alors, mix énergétique complet, le photovoltaïque, c'est 16%. Sur l'électricité, c'est à peu près 31%. Donc l'éolien flottant et terrestre, voilà ce qu'on appelle un vrai bouquet énergétique qui est réparti. Pour ce qui est du photovoltaïque lui-même, alors on a un potentiel énorme en France, on le sait. Donc la répartition qu'on a faite, elle est, on va dire, pas pifométrique, mais
c'est pas une prévision, un scénario. Hein. On peut faire à peu près ce qu'on veut en photovoltaïque. Il faut évidemment privilégier les surfaces artificialisées, les bâtiments, les parkings, tout ce qui est les sols pollués, etc. Et les sols agricoles, on n'a absolument pas besoin d'y aller, même si on peut utiliser des surfaces, alors on va dire, dont la biodiversité est discutable. Par exemple, il y a des projets dans les Landes de Gironde, alors, qui sont un peu énormes je parle du projet Oriseo, qui est vraiment énorme, qui est, à notre avis, un peu trop gros, mais il y a quand même des possibilités de faire quelques centaines de mégawatts par-ci, par-là, sur des terrains, y compris en maintenant la biodiversité, en ayant des approches qui soient holistiques et pas seulement énergétiques. D'ailleurs, il y a un slide que j'ai oublié de montrer. Notre référence, ce n'est pas seulement le changement climatique, c'est les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, dont le changement climatique n'est qu'un. Il y a les 16 autres, il y a la biodiversité, il y a la paix, il y a l'accès à l'éducation, etc. Ce qui est aussi important, parce que quand on parle d'énergie, on ne parle que carbone. La monomanie du carbone nous conduit dans des impasses, et je pense que la France va en être victime dans pas longtemps. Voilà, je finis juste sur celui-là, un peu avec des chiffres. Donc l'éolien, le PV, on parle qu'électricité ici, les 530 TWh, une partie importante va être électrolysée, donc l'hydrogène, évidemment, est un vecteur totalement indispensable. Mais pour nous, l'usage final, c'est dans l'industrie, essentiellement. Une partie sinon l'hydrogène va être utilisé, alors soit dans l'industrie comme vecteur énergétique, soit passer par la méthanation. Donc la case, je vais récupérer mon CO2 du biogaz pour faire de la méthanation et alimenter notamment la mobilité. Sur la mobilité, on a vraiment un doute sur la faisabilité d'une mobilité 100% électrique, que ce soit les personnes ou les marchandises, y compris pour des questions de ressources. Alors j'étais très intéressé sur les questions d'évolution des batteries, mais en tout cas le lithium aujourd'hui, on a fait une étude assez poussée sur les ressources lithium connues. On a considéré que la France était 1% des habitants de la planète, donc on ne peut s'attribuer que 1% du lithium. Sinon, ça veut dire qu'on laisse les pays subsahariens continuer à rouler au diesel, et le changement climatique, il est toujours là. Donc c'est pas une question de morale, c'est une question aussi d'arithmétique. Et quand on a cette approche-là, on est obligé de trouver une autre solution que l'électricité pour un certain type de mobilité. Et pour nous, c'est le biométhane, donc le biogaz, le méthane de synthèse, plus la pyrogasification. Donc voilà le schéma final pour les usages électriques. Voilà, donc l'électricité est 44%, mais on a quand même une part importante d'abord des bioénergies et à l'intérieur de celle-là, le méthane en tant que vecteur énergétique. Voilà. Merci beaucoup. Notre dernier intervenant est un peu pressé, on va passer directement. Thierry Lepage. Je vais présenter. Donc, je vous laisse. Bon, je suis privilège d'être celui qui vous sépare de la suite. Non. D'abord, je voudrais remercier Daniel Linco. C'est important de parler de solaire. Alors moi, je suis un vétéran du solaire, avec d'autres, comme Marc, comme Daniel, comme Xavier et d'autres. Il y a 16 ans, j'ai créé Solaire Direct, alors je vais vous faire un résumé en une minute. Solaire Direct, c'est en 2008 le premier parc solaire construit en France, 4,3 MW à Villeneuve-sur-Verdon. En 2011, c'est la première construction de solaire compétitive, 15 MW au Rajasthan, à la frontière du Pakistan. C'est en 2013 au Chili, inauguré par le ministre chilien de l'énergie, le premier parc solaire sans aucune subvention raccordé au réseau. En 2015, une société rachetée par Engie, j'ai rejoint le comité exécutif d'Engie pour m'occuper pendant 3 ans de recherche, technologie, innovation. Et Solaire Direct, qui entre-temps était devenu Engie Solar, a en 2017 construit le premier parc solaire à moins de 20 € du mégawattheure au Mexique, 600 MW. C'était il y a 5 ans. Voilà. Donc le solaire est aujourd'hui plus que compétitif. C'est aujourd'hui la première source d'énergie mondiale, 190 gigawatts installés l'année dernière. C'est aujourd'hui la source d'énergie la moins chère. Et j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Hydrogène, le nouveau pétrole, et un deuxième qui s'appelle Mégavague. Dans Mégavague, j'explique comment le solaire sera 80% de l'énergie en 2040. 80%. En ayant remplacé les combustibles fossiles. Alors on me dirait tout ça c'est bien, c'est des prévisions. Je suis un entrepreneur et donc ce que j'ai fait il y a 3 ans, c'est quitter Engie pour lancer une entreprise, pour mettre tout ça en œuvre. Cette entreprise s'appelle Ideal. Vous voyez ses actionnaires aujourd'hui. Vous avez ArcelorMittal, qui est le numéro 1 mondial de l'acier, qui est un de mes actionnaires principaux avec 25%. Vous avez aussi Fertiberia, qui est un acteur important dans les engrais.
Vous avez aussi Enagaz, qui est une société dans le domaine du transport de gaz. Alors, quelques mots sur c'est quoi... Ideal Ambition. C'est le premier projet mondial d'hydrogène vert. C'était répertorié par l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. Je vous invite à lire son rapport sur la géopolitique de l'hydrogène. C'est un rapport publié donc, par cette agence internationale qui a été publié au mois de janvier et qui classe Ideal Ambition avec 67 gigawatts d'électrolyseurs, 95 gigawatts de solaire comme numéro 1 mondial. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un groupement de 30 entreprises qui intègrent la chaîne de valeur de l'amont à l'aval. Ce qu'il faut comprendre dans l'hydrogène solaire dont je vous parle, il faut le comprendre comme du pétrole. Upstream, midstream, downstream. Upstream, vous avez des développeurs solaires de différents pays qui développent des parcs solaires de très grande taille. Toujours upstream, des acteurs de l'électrolyse et de l'ingénierie. Vous voyez quelques noms reconnus. Le midstream, c'est le transport et le stockage. Sans transport et stockage de cette molécule à très très grande échelle, il n'y a pas de développement de solaire. Et puis, ce sont des grands utilisateurs, ArcelorMittal, BASF, quelques autres. Et puis, bien sûr, il faut financer tout ça parce que ça demande beaucoup d'argent. Le projet tel qu'il est, qui a été présenté il y a 1 an, c'est donc la production de 3,6 millions de tonnes d'hydrogène en 2030, avec, comme je le disais, 95 gigawatts de solaire, 67 gigawatts d'électrolyseurs. Produit où? Produit là où il y a une ressource solaire importante. En Europe, c'est dans la péninsule ibérique. Transporté et stocké aussi, sous forme de molécules de manière souterraine. Alors ce projet, il a une première manifestation industrielle. C'est donc cette société, cette joint venture, Ideal España, que j'ai le plaisir de diriger, et qui a donc le premier projet d'hydrogène à avoir eu le label Lighthouse par la Banque européenne d'investissement. Je suis intervenu d'ailleurs à ce titre avec le président de la Banque européenne d'investissement il y a quelques semaines pour le présenter avec la Commission européenne. Ce projet, il vise de produire 200 000 tonnes d'hydrogène dans 3 ans pour répondre aux besoins de sites industriels dans les Asturies. Alors, donc, nous sommes au nord de l'Espagne, les Asturies, qui est une région charbonnière. ArcelorMittal va investir 1 milliard d'euros pour produire 2,3 millions de tonnes d'acier zéro carbone à partir de 2025. Tous les constructeurs automobiles aujourd'hui veulent de l'acier zéro carbone, que ce soit Volvo, Daimler-Benz ou tous les autres. Ils en veulent tout de suite. ArcelorMittal va donc transformer ces hauts fourneaux qui fournissent depuis maintenant 70 ans de l'acier sur cette région-là avec la technologie DRI, Direct Reduced Iron, qui permettra donc de produire par réduction directe du minerai de fer cet acier. Fertiberia va construire une usine d'ammoniac, investir 500 millions d'euros pour une usine d'ammoniac pour produire des engrais faits en Europe et là aussi zéro carbone. Ce projet va se fondre sur une quinzaine de parcs solaires. La moitié des sites sont aujourd'hui déjà sécurisés et les études environnementales ont commencé. Ce sont des sites qui sont situés un peu plus au sud, parce que les Asturies, c'est une région montagneuse et pluvieuse. Donc nous sommes en Castille et Léon d'un côté et en Aragon de l'autre. Des sites entre 500 et 1000 mégawatts chacun, et où sera localisée la production aussi d'hydrogène, puisque nous avons un système de colocalisation d'hydrogène de production dont je vais vous parler. Et puis 1000 km de canalisations qui seront construites, des canalisations totalement dédiées pour transporter cet hydrogène vers 100% solaire, qui sera donc transporté, canalisations qui seront construites le long de canalisations existantes, d'où la présence d'Enagaz au capital de ma société, qui est Enagaz, qui est le transporteur de gaz espagnol. Et nous aurons du stockage. Nous prévoyons 57 000 tonnes de stockage d'hydrogène. Pour mémoire, c'est l'équivalent de 200 fois le marché mondial des batteries de l'année dernière. Alors, on ne va pas utiliser des batteries, ça sera du stockage souterrain. Il y a aujourd'hui des cavités salines, notamment dans les Asturies, en Cantabrie et dans le Pays Basque, y compris de l'autre côté de la frontière, chez Terrega en France, à Isotte et Lusanier, à côté de Lac, pour pouvoir stocker donc des térawattheures d'énergie pour gérer notamment cette fameuse variabilité. La variabilité jour-nuit, on l'a fait avec les pipelines. Par contre, la variabilité saisonnière, elle a besoin donc de stockage souterrain. Le modèle de Ideal est un modèle d'hydrogène de masse compétitive. J'en profite pour dire, aujourd'hui, c'est le seul projet à très grande échelle qui se passe complètement de subventions. Pourquoi? 4 éléments. Le solaire
ce qu'on appelle captif, c'est-à-dire la colocalisation solaire et d'électrolyseurs qui nous permet d'être en fait hors du réseau électrique qui coûte une fortune et qui est très très inefficient dans son transport d'énergie. Industrialisation très très grande échelle de l'électrolyse. Le choix ici est fait de l'électrolyse alcaline, qui est une technologie qui ressemble un peu au silicium cristallin. Je me souviens, il y a 15 ans, nous casser les oreilles avec les couches minces, etc. Les couches minces, on l'a vu, c'est 2, 3 ou 4% du marché du solaire. Eh bien, l'électrolyse alcaline, c'est l'équivalent du silicium cristallin, c'est-à-dire une technologie très ennuyeuse, mais en même temps très fiable, tout à fait bancable, et qui progresse, et progresse aussi sûrement que l'on fait d'autres technologies dans le solaire. Et puis, effectivement, infrastructure dédiée. Nous avons aussi un modèle financier intéressant, économique, avec l'agrégation de demandes. Quand vous avez non pas un acheteur ou deux, mais 10 ou 20, vous pouvez réduire les coûts. La conséquence de ça, vous la voyez ici, c'est de l'hydrogène à 1,5 € du kilo. Alors, je vais juste faire une comparaison. Aujourd'hui, c'est-à-dire 40 € du mégawattheure, vous avez aujourd'hui le prix du gaz naturel, c'est 100. Donc, nous sommes 2,5 fois moins cher que le gaz naturel à ce prix-là. Ce que vous avez à gauche, c'était le prix du gaz, de l'hydrogène vert raccordé au réseau électrique. En fait, le prix tel qu'il existait il y a un an, avant que les prix de l'électricité montent au ciel. Aujourd'hui, on se compare avec une électricité telle qu'elle est développée sur pratiquement tous les projets en France, qui est plutôt un hydrogène qui serait plutôt à 15 € du kilo. L'hydrogène vert, l'hydrogène bleu et gris, d'ailleurs, compte tenu de l'évolution des prix du gaz naturel, est aussi à 15 € du kilo. Donc, vous voyez donc 15, 1,5. ArcelorMittal, je peux vous dire, c'est des gens très très ennuyeux. Ils vont me signer un contrat sur 20 ans. On parle de 6,6 millions de tonnes, un projet, un contrat à 10 milliards. Ce contrat-là, il sera signé à 1,5 et pas à 15. Pour terminer, donc, c'est une société qui existe, qui va arriver dans un peu moins de 6 mois à son premier closing financier. L'investissement total, c'est 6 milliards d'euros pour la partie amont, 2 milliards pour la partie transport, 2 milliards pour la partie aval. Et donc une mise en service des installations prévues fin 2025 pour une production qui va commencer à partir de ce moment-là. Voilà. Alors j'en ai terminé, je ne sais pas si j'ai été dans les temps. Je voudrais simplement vous dire que ce projet qui a l'air très important représente quand même 5% des importations de gaz espagnoles et en même temps est une très faible contribution à l'enjeu. Aujourd'hui, nous avons 1600 TWh de gaz russe à remplacer. Il faut faire à peu près 100 fois ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui d'autres projets qui sont beaucoup plus importants encore. Pourquoi ? Parce qu'à Fos, à Dunkerque, s'il n'y a pas d'hydrogène vert à 1,5 € du kilo, on va fermer. Et je vous le dis très bien, parce que ces gens-là sont des actionnaires. L'industrie française va disparaître, corps et biens, dans les années qui viennent, si elle n'a pas accès à cet hydrogène, qui viendra malheureusement pas uniquement d'Espagne. Parce que je peux vous dire que les Espagnols, je passe mon temps avec le gouvernement espagnol, a tout à fait l'intention de garder cet hydrogène pour eux et pour faire en sorte que ça contribue au développement de l'industrie espagnole. Le développement de l'industrie française est une préoccupation secondaire pour le gouvernement espagnol. En revanche, j'étais à Nouakchott il y a 15 jours, à l'invitation du gouvernement mauritanien. J'ai demandé au nom de l'Europe l'aide de la Mauritanie. Et nous allons annoncer à Nouakchott le 24 mai un projet de construction de pipeline entre la Mauritanie et l'Espagne pour alimenter. Alors là, c'est un projet à 150 gigawatts de solaire. Les sites sont déjà identifiés. 120 gigawatts d'électrolyseurs. Si vous me demandez d'où vient l'eau, elle viendra de l'océan, ça sera de la désalinisation. D'ailleurs, on va faire un projet water positive qui va transformer la Mauritanie en inondant ce pays d'eau, puisqu'aujourd'hui il en manque un peu, comme d'autres pays africains, et en faisant de la Mauritanie, c'est leur ambition, un pays d'immigration. Éventuellement des Français viendront en Mauritanie, j'en sais rien, ce n'est pas forcément l'endroit le plus agréable du monde, mais pour faire en sorte que ce soit un projet de développement industriel. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Aujourd'hui, le solaire, par cette molécule extraordinaire et cette ressource quasi infinie, aujourd'hui, on travaille aussi avec le président de l'Union africaine, on lui a dit qu'avec 0,6% de la surface de l'Afrique, on ferait 100% des besoins énergétiques de l'Europe et de l'Afrique. Il y a aujourd'hui une ressource infinie, il y a une opportunité historique. C'est le moment de prendre leurs responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, on voit un effondrement du système. On parlait de nucléaire.
savez-vous que la production nucléaire française a baissé 30% en 5 ans? Moins 30%. Elle s'effondre complètement. Aujourd'hui, nous sommes le pays d'Europe et du monde où le prix de l'électricité sont les plus élevés. 3 000 € du mégawattheure il y a 10 jours, 220 € en moyenne pour 2023. Il y a un effondrement du système énergétique français. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est à nous, acteurs du solaire, et notamment via l'hydrogène, de prendre la responsabilité et de faire en sorte que, effectivement, on bascule, avec l'opportunité géopolitique qui nous est offerte, si je puis dire, vers un système 100% renouvelable et 80% solaire.